J'ai intitulé cette intervention « Les objets connectés, quel impact sur les conditions de travail des femmes dans les services médico-sociaux » et je voudrais dire très rapidement que je n'apporterai pas de réponse à cette question. Je ne prétends absolument pas le faire parce que mes recherches ne portent pas sur les objets connectés, ne portent pas sur l'informatisation, mais bien sur les transformations du travail. Alors malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'éléments dans mes recherches dont je pense que ils peuvent susciter des réflexions, des questionnements autour de l'impact des objets connectés sur les conditions de travail des femmes tout particulièrement. Et donc je vais me servir pour amorcer cette réflexion de plusieurs enquêtes que j'ai menées ces dernières années sur les conditions de travail et d'emploi dans les services médico-sociaux. Alors pour aller très vite, et parce que, enfin, peut-être c'est pas connu par tous et toutes ici, quand on parle des services médico-sociaux, on parle essentiellement des services qui sont adressés aux personnes âgées et handicapées. Et donc, et de façon encore plus massive, plus précise, les recherches que j'ai menées portent sur deux domaines qui s'adressent là aux personnes âgées et qui sont d'une part l'aide à domicile et d'autre part ce qu'on appelle avec un vilain nom les EHPAD, c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc je vais partir de ce focus sur l'aide à domicile et les EHPAD à partir d'une recherche que j'ai menée avec deux collègues en 2014. Donc ces deux collègues, c'est Laura Nirello, donc qui est une ex-doctorante de l'université, maintenant désormais docteur de l'université de Nantes et désormais en post-doc à l'adresse, et Emmanuelle Puissant, donc qui est enseignante et chercheuse donc à l'université Grenoble-Alpes. Voilà, et donc nous venons tout juste de sortir un article ensemble sur cette question des conditions de travail. Notre problématique ne portait pas, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même vraiment très important, je ne vais pas dire des choses définitives sur l'impact des objets connectés sur les conditions de travail, j'en suis strictement incapable, juste essayer de soulever des questions qui me paraissent quand même peut-être intéressantes. Donc voilà, si ce sont des choses qui vous intéressent, j'ai mis les références de l'article. Alors, commençons par les constats. Le secteur médico-social et tout particulièrement les deux domaines que nous avons, sur lesquels nous nous sommes penchés, l'aide à domicile d'une part et puis les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est un secteur d'activité et d'emploi qui est extrêmement féminisé. On peut dire que du côté de l'aide à domicile, c'est pratiquement 98% des employés et des salariés qui travaillent dans ce domaine qui sont des femmes. Et dans les EHPAD, c'est à peu près 80% de femmes donc, qui travaillent dans les EHPAD. Donc c'est vraiment très, très féminisé. Bon, ça on le sait, on n'a rien inventé là. Et on sait aussi, là aussi nos recherches ne font que confirmer des choses que l'on connaît maintenant assez bien. Ce sont aussi des secteurs d'emploi extrêmement précaires. Alors il faut bien s'entendre sur le terme précaire. Précaire, ça ne veut pas dire qu'on peut être jeté à la porte du jour au lendemain. En général, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a beaucoup besoin de vous comme salariés dans ces emplois-là. Mais ça veut dire, donc c'est en général des contrats à durée indéterminée, des CDI, pas de problème de ce côté-là. Mais ce sont des emplois où le niveau de qualification reconnu est très bas. On peut dire que c'est à peine le niveau CAP, BEP le plus souvent. Ce sont ensuite des emplois où le temps partiel est massif. C'est à peu près les 3/4 des emplois qui sont à temps partiel.
Mais surtout, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces emplois à temps partiel ne sont pas des emplois où l'on peut vaquer une partie de la journée, parce que les horaires de ces emplois sont extrêmement fragmentés, et ça veut donc dire qu'on a des amplitudes de travail dans la journée qui peuvent aller de 7 heures le matin à 19 heures le soir, de façon assez courante. Donc ça me paraît aussi être un point important. Et donc, ce qui fait la précarité dans ce secteur, ce sont essentiellement les rémunérations, et les rémunérations qui sont dues à ces deux premières caractéristiques, bas niveau de qualification d'une part, et temps partiel d'autre part, qui font qu'au total, une grande partie des femmes qui travaillent dans ces secteurs ont des niveaux de rémunération inférieurs au SMIC mensuel, et parfois, enfin, la médiane, au moins dans l'aide à domicile que je connais mieux, la médiane, c'est le niveau du RSA, le niveau autrefois du RMI, enfin, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cumul de à la fois un bas niveau de qualification et peu d'heures payées, ça donne des niveaux de rémunération autour de 800 € à peu près en médiane. Voilà. Bon, donc ça, c'est vraiment un constat qu'on connaît, rien de bien nouveau. Alors, ce qui est un peu plus nouveau, peut-être, dans nos recherches donc, de ces dernières années, c'est qu'on constate dans ces secteurs, dans ce secteur médico-social, à la fois dans les EHPAD qui ont beaucoup défrayé la chronique ces derniers mois. Je pense que vous avez vu des choses dans la presse sur les grèves qui ont eu lieu dans un certain nombre de maisons de retraite, comme on dit plus couramment, voilà. Bon, bref. Donc, une intensification du travail, donc, que l'on constate, et plus globalement, on peut dire une dégradation en cours des conditions de travail. Donc, dans notre recherche, nous nous sommes attachés. Alors, la recherche dont je vais parler, je ne veux pas faire un point méthodologique très long, mais je dirais que c'était une recherche en deux parties. Premièrement, une partie quantitative sur laquelle nous avons peu travaillé, à part Laura un peu plus. Une partie quantitative qui est une analyse secondaire des données provenant de la recherche d'ARES 2013 sur les conditions de travail, donc les conditions de travail en général. Et donc, nous avions proposé de faire un focus sur les emplois dans le secteur associatif et dans le secteur médico-social tout particulièrement. Et donc, avec mes collègues, nous nous sommes attachés plus particulièrement au secteur médico-social parce qu'il y a énormément d'associations donc, dans ce secteur, et que c'est un secteur où il y a à la fois des associations et aussi des institutions qui sont à but lucratif, et puis d'autres qui sont des institutions du secteur public, avec en particulier beaucoup de centres communaux d'action sociale, donc où on va trouver des salariés des services d'aide à domicile, et aussi des EHPAD. Donc voilà, c'était un secteur intéressant pour ça, parce qu'on pouvait y faire des comparaisons. Mais je ne vais pas vous parler de ces comparaisons, je ne vais pas vous parler de ça, mais ce que je peux dire de toute façon, et au-delà de la comparaison entre les différents types d'institutions employeuses, c'est donc qu'on constate cette dégradation des conditions de travail. Bon, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que l'on constate dans ce secteur médico-social. Alors, un élément que nous avons observé aussi, et qui est un élément de transformation des conditions de travail dans ce secteur, c'est la diffusion rapide, très rapide, vraiment, dans ces dernières années. Je dirais que moi, j'ai travaillé sur ce secteur entre 2006 et 2008 pour une enquête sur les questions de santé au travail, et moi, je n'avais pas vu des objets connectés à ce point. On voyait des choses qui commençaient à arriver, mais c'était pas massif. Là, ça devient aujourd'hui quelque chose de courant, de banal. La plupart, sur l'ensemble des institutions qu'on a pu observer,
donc ça représente une quarantaine d'organismes. Il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas introduit ce type d'objets technologiques. Alors c'est quoi les objets connectés? Là c'est très simple, hein. C'est des smartphones, c'est des tablettes, alors plutôt des tablettes du côté des EHPAD, c'est-à-dire dans des institutions d'hébergement, donc où le lieu de travail est un lieu qui réunit les salariés, hein, et plutôt des smartphones donc, qui permettent de communiquer à distance, évidemment, dans l'aide à domicile, où les salariés ont été munis donc, de ces instruments. Donc, en gros, au tournant des années 2010, moi je dirais ça date de 2009-2010 à peu près, c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment une diffusion importante. Alors, quelle utilisation de façon très concrète, très matérielle de ces outils? Ce sont des outils pour simplifier la vie, a priori. Hein. C'est-à-dire que dans l'aide à domicile, ça sert à quoi? Les smartphones, ça sert à enregistrer directement les interventions que les aides à domicile font chez les particuliers, puisqu'elles vont donc au domicile des personnes âgées qu'elles ont à aider. Donc elles enregistrent leur arrivée dans le domicile et elles enregistrent leur départ du domicile lorsqu'elles ont terminé leur intervention. Et donc c'est présenté et de façon massive par à la fois par les employeurs et à la fois, j'en reparlerai après, par les institutions qui financent ces interventions comme un moyen simple de faire de la facturation. Parce qu'au fond, ça permet, alors là je ne suis pas qualifiée pour dire quels sont les logiciels qui sont utilisés derrière, mais ça permet effectivement d'enregistrer et directement de faire la facturation. Et bon voilà, c'est un outil pour simplifier la vie. Bon. Et du côté des EHPAD, simplifier la vie, j'ajoute quand même aussi, et pour améliorer la qualité des services. Il y a aussi cette idée dans la diffusion de ces outils que ça permet d'avoir globalement une meilleure qualité des services parce qu'on sait ce qui est fait, par qui, où, comment, bon, à quel moment surtout. Et du côté des EHPAD, les tablettes ont une utilisation qui est du même ordre au fond. Il s'agit d'avoir un suivi et un suivi informatisé, donc un suivi enregistré, un suivi qui laisse une trace des soins qui sont apportés aux résidents. Donc voilà, on va enregistrer sur la tablette ce qu'on fait pour les différents résidents. Alors, bon, ce sont des outils pour simplifier la vie, mais ces outils, on peut dire que le premier constat qu'on peut faire, c'est que ce sont quand même des outils qui ajoutent des tâches supplémentaires pour les salariés de ces secteurs. Bon, je lis rapidement ce que dit une aide à domicile d'un CCAS. Je trouve que le travail d'aide à domicile, c'est pas non plus que les interventions, parce que voilà, on n'arrête pas de passer des coups de fil. On passe du temps quand même sur les smartphones. Voilà, regarder, voilà tous les changements qu'il y a, répondre. On passe du temps dans le service. Quand il y a quelque chose qui va pas, tout ça, c'est sur notre temps libre, hein. Donc, et puis on a besoin de parler aussi, et tout ça c'est sur notre temps libre. Autrement dit, le temps de travail il déborde à travers l'utilisation des smartphones. Et puis, du côté des tablettes, elles disent un petit peu la même chose. Là, c'est un homme, aide-soignant, en EHPAD, qui dit à 20h, on est sur nos tablettes, donc on descend, il est 20h15 bien tassé pour voir les filles de nuit, donc c'est l'équipe de nuit qui arrive. Souvent, on part à 25h30, avant c'était 20h15, quoi. Mais maintenant, avec les tablettes et tout, à tout noter, on perd quand même un bon quart d'heure le soir à faire ça. Voilà. Et donc, je crois qu'on peut dire que ces instruments induisent des changements qui sont importants dans l'organisation du travail. Alors, du côté de l'aide à domicile, il y a 2 éléments très forts qu'on peut relever. C'est, d'une part, les changements de planning
qui vont se faire via l'utilisation des smartphones. Une aide à domicile qui dit à tout moment, avant de partir, le planning peut changer puisqu'on le reçoit sur le smartphone. On obtient, enfin là, si on clique sur le nom de la personne, il y a une minuscule fiche descriptive, vous avez quand même l'adresse, le numéro de téléphone de la personne, et elle dit un peu plus loin, on nous dit, enfin il y a aussi une fiche qui dit ce qu'il y a à faire chez cette personne. Et puis alors, ça c'est pour le planning, mais dans une association cette fois, insiste sur le fait que du coup il y a beaucoup de changements de planning. C'est-à-dire que on pointe par téléphone, dit-elle, et donc maintenant ils peuvent nous laisser des messages, ils nous laissent des messages que là-dessus. Donc pas de communication directe. Donc bonjour, aujourd'hui Madame Pouette-Pouette, dit-elle, est à la maison de retraite, on a annulé l'intervention, on a fait ci, on a fait ça, et nous on est là, on n'a pas de stylo, on peut rien noter, et donc ils nous envoient le matin, ils nous disent à midi il faudra aller chez telle personne faire un remplacement, et on n'a pas le choix, et on est obligé d'y aller le matin, 8h pour midi. Bon. Donc les changements de planning, et puis une autre chose, donc ça j'en ai parlé juste avant, c'est le pointage. Donc une aide à domicile qui dit quand j'arrive chez une personne, eh ben c'est malheureux, mais j'enlève pas mon manteau, je pointe tout de suite. Ouais. Je lui dis bonjour comme ça, et puis je pointe. Voilà, je suis arrivée à l'heure. Et puis après, je viens à la personne, je lui fais la bise comme ça, je lui prépare son déjeuner, etc. L'intervention commence après, en quelque sorte. Donc cette question du pointage. Ce que ça implique, ce sont des conséquences importantes sur la définition du travail. Alors on l'a un tout petit peu vu avec les tâches supplémentaires hors travail, mais de façon plus précise, c'est aussi que le temps est compté. Tout le temps est compté, tout le temps qui est inclus dans les interventions, donc payé, est compté. Alors ça veut dire, d'une part, ça peut être des éléments positifs, par exemple cette aide à domicile qui dit que quand ils allaient chercher les clés pour les personnes, pour entrer chez les personnes dans le domicile des personnes à aider, donc quand elles passaient à l'organisme pour chercher les clés, c'était du bénévolat pour nous, ils ne nous payaient pas ce temps. Alors bon, on a fait la grève, etc. Et et maintenant, c'est tout compté. Donc quand on prend le smartphone, il y a une vignette, là, on badge le smartphone devant la vignette, donc ça nous marque intervention non planifiée, ça nous marque temps clé. Donc au fond, on pourrait dire, bah voilà, un temps qui n'était pas compté et du coup qui devient compté grâce à l'utilisation du smartphone. Mais une autre dit aussi, alors là, c'est dans une autre dit, c'est dans un CCAS, mais peu importe, elle dit, le problème c'est aussi un soignant, alors elle compare avec les aides-soignantes et les aides-soignants qui interviennent pour le bénéfice des SIAD, c'est-à-dire des services de soins infirmiers à domicile, donc qui ont une qualification plus élevée, enfin, pas plus élevée, non pas plus élevée, mais mieux reconnue, et pour lesquels il n'y a pas de smartphone, parce qu'il n'y a pas de comptage du temps, et parce que l'intervention n'est pas payée au temps. Donc, un soignant, on ne lui demande pas. Un soignant, il est là, il fait... Une soignante, elle peut mettre 10 minutes comme elle peut mettre 20 minutes. Elles n'ont pas non plus de smartphone. Que nous, c'est marqué petite toilette et entretien du logement. Oui, mais bon, il y a des fois le matin où ça traîne parce que... mais on est là pour s'occuper de la personne en priorité. Et ce qu'elle ne dit pas dans la citation, mais qui est implicite, c'est qu'elle va rester donc plus de temps que ce qui est noté normalement pour cette tâche de petite toilette et entretien du logement. Elle va rester plus de temps au domicile parce qu'il y a besoin tout simplement, et voilà. Mais ce ne sera pas compté. Et puis, donc, le temps compté, c'est une première
conséquence sur la définition du travail. Ça veut dire que le travail, c'est ce qui est compté, et ce qui n'est pas compté n'est pas du travail. Donc, si elle est là pour s'occuper de la personne un peu en plus, eh bien, ça ne compte pas. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, alors, c'est la parcellisation. C'est un peu implicite aussi dans ce que je viens de dire, mais c'est la parcellisation du travail. Et ça, on le retrouve à l'EHPAD, où une aide-soignante dit « on doit tout scanner. Toilette, selle, collation, tout ». Par exemple, pour le repas, c'est des ronds. S'ils ont mangé leur assiette complète, on va cocher le rond complet. S'ils ont mangé la moitié, on va cocher que la moitié, etc., etc. Bon, voilà. Donc, au total, ce que je voulais vous montrer à travers ces exemples, c'est que les technologies de l'information et de la communication sont en fait le vecteur d'une rationalisation qu'on peut qualifier d'industrielle du travail. Avec le contrôle du temps, ça c'est la pointeuse, je ne développe pas parce que je crois que je suis en train de prendre du retard, avec ce qu'on peut appeler le reporting, c'est-à-dire le fait de rendre des comptes sur ce qu'on a fait et de devoir décrire tout ce qu'on a fait, toutes les tâches qui ont pu être effectuée. Et cette gouvernante dans un EHPAD dit ça, et ça me paraît intéressant, on passe notre vie devant un ordi au lieu d'aller sur le terrain, alors au lieu d'aller avec les gens. Et puis il y a encore une troisième chose où il me semble que là on a cette rationalisation industrielle, c'est l'informatisation des transmissions, c'est-à-dire finalement de la communication entre collègues et des relations de travail. Et ça me paraît aussi vraiment très intéressant parce que elle dit il faut noter tout ce qu'on fait, j'ai fait ça parce que si, il faut tout justifier, ça prend du temps. Et normalement, on finit à 20h15 parce qu'on doit voir le personnel de nuit pour faire les transmissions. Non, c'est encore l'aide-soignant là qui parle. Et ce qu'il dit un peu plus loin dans le discours, mais je n'ai pas repris, c'est que du coup, bien, on échange moins entre collègues parce qu'il y a cette transmission informatisée. Donc, il me semble que... Alors, les propositions que je vais faire maintenant, je les fais en marchant sur des œufs parce que j'ai peu de matériaux empiriques à me mettre sous la dent, mais en même temps, je pense que ce sont des choses qui sont assez communes et l'ensemble des observations qu'on a pu faire par ailleurs montrent qu'on a quand même des choses assez communes qui se produisent. Et moi, je pense on peut aller jusqu'à dire qu'on a là une transformation de ce que j'appellerais, avec plein de guillemets, un travail de femme. C'est-à-dire un travail qui est effectué de fait. Je dis évidemment pas qu'il s'agit naturellement d'un travail de femme, mais qui de fait est effectué par les femmes dans nos sociétés, dans nos cultures occidentales. Et c'est le travail de prendre soin, c'est le travail du care de façon générale. Et ce travail de femme, eh bien, il est transformé à travers ces technologies informatiques qui pourraient sembler de peu d'importance finalement. Je dirais à travers trois points. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ça je peux le montrer vraiment. J'ai suffisamment de matériaux pour le montrer. Il y a une éviction du temps du prendre soin. Alors j'ai mis care entre guillemets parce que j'ai mis care entre parenthèses parce que j'emploie l'expression française. Je préfère ici l'expression française parce que c'est bien une partie du travail de care là dont je parle. C'est pas simplement prendre soin des gens comme ça, mais c'est vraiment une partie importante que les salariés jugent importante du travail de prendre soin parce qu'elles regardent la pointeuse, elles regardent l'heure et elles disent on a le temps de rien faire. Alors c'est pas qu'elles n'ont le temps de rien faire, mais elles précisent on n'a plus le temps de passer la main dans les cheveux à une dame, tu vois,
lui prendre sa main, des trucs comme ça. Et moi, c'est ce qui me manque dans mon travail. C'est un point vraiment, je crois, important aussi. Je vais en reparler après, donc je ne développe pas là. Deuxième chose, c'est cette question de l'informatisation des transmissions. Parce que ce qu'on a pu observer, alors là je dirais c'est plus moi et dans des travaux antérieurs, en particulier sur les questions de santé au travail, on avait vu l'importance extrême de la communication et des relations entre collègues dans ces secteurs, et même et y compris dans l'aide à domicile, c'est-à-dire dans un milieu où le collectif de travail est complètement éclaté, puisqu'il n'y a pas de lieu de travail commun, puisque les aides à domicile travaillent chez les gens qu'elles aident à domicile. Donc, importance des transmissions, ben oui, parce que justement, c'est le moment où on peut échanger et où on peut partager un certain nombre de questions, j'ai mis très rapidement, de questions, de doutes, d'émotions aussi ressenties dans le travail. Et je pense que ce sont des choses qui sont importantes à signaler. Et donc, au total, c'est une dégradation des conditions. Alors, une dégradation, je dirais, subjective des conditions de travail, une dégradation des conditions de travail qui est difficile à mesurer, et on l'a bien vu dans l'enquête conditions de travail sur le plan quantitatif. On ne peut pas dire ça de façon aussi claire quand on regarde l'enquête et les résultats de l'enquête au niveau quantitatif, avec un questionnaire qui est pourtant un questionnaire très très détaillé, parce que c'est vraiment au niveau subjectif que l'on peut montrer ça, une dégradation des conditions de travail, je dirais à travers deux choses. Le stress, c'est-à-dire la question du temps de faire les choses, et je crains que les technologies de l'information et de la communication n'y soient un petit peu pour quelque chose, là, dans ce stress. Et puis, deuxième chose, c'est sans doute le plus important, la question de la perte de sens. Parce que ce que nous disent les salariés qu'on a pu rencontrer, c'est qu'elles ont l'impression d'être maltraitantes. Et c'est le terme qu'elles emploient, et c'est important parce qu'au niveau sociétal, aujourd'hui, c'est une question qui est abondamment débattue, la maltraitance dans les maisons de retraite, etc., la maltraitance vis-à-vis des personnes âgées, c'est une question qui devient vraiment une question importante, et elles nous disent, on est obligé à la maltraitance, parce qu'on ne peut pas répondre aux sollicitations des personnes, etc. Je ne développe pas plus. Alors, est-ce que cette dégradation provient des objets connectés ? Je ferai une réponse de Normande, je ne suis pas normande, mais à mon avis, non, ça ne provient pas, enfin, ça passe par les objets connectés. Les objets connectés sont le vecteur de cette dégradation des conditions de travail. Mais ils n'en sont pas la cause, je dirais. La cause, elle est dans la manière dont sont utilisés, on pourrait même dire peut-être instrumentalisés, au sens de transformer en instrument, et en particulier en instrument de gestion, ces objets connectés. Deux choses. Ils représentent ce que j'appellerais une mise en disponibilité permanente, et je reprends cette expression, je n'ai pas mis la source, mais ce sont les collègues qui ont travaillé dans les années 80, c'est très vieux, très ancien ça, ce concept développé par Daniel Chabot, Dominique Fougerolas et Françoise Zontonax dans leur ouvrage « Espace et temps du travail domestique ». Oui, j'espère que c'est le titre exact, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Mais cette idée que les femmes sont dans les familles dans un état de disponibilité permanente. C'est-à-dire qu'au fond, qu'elles doivent être prêtes à répondre à toutes les sollicitations qui sont issues des personnes qui en ont besoin. Et au fond, on retrouve cette posture chez nos salariés, aussi bien dans les EHPAD que dans l'aide à domicile, parce qu'au fond, à tout moment, elles doivent être disponibles pour répondre, pour
intervenir si quelqu'un en a besoin. Alors c'est sans doute particulièrement vrai ça dans l'aide à domicile avec les smartphones, et ce qu'on pourrait assimiler, si on regarde du côté du monde industriel, au juste à temps dans le monde industriel, hein, avec l'idée que c'est la demande qui commande la réalisation de la production. Bon, je ne développe pas, mais vous avez les citations, je crois qu'elles sont assez claires. Et du coup, on assiste véritablement à une intensification du travail. Ça me paraît vraiment important. Si on essaye d'analyser le travail qui est effectué, il est effectué aujourd'hui sur un mode taylorien, avec une division en tâches élémentaires. Et tout ce qui ne rentre pas dans ces tâches élémentaires est au fond exclu. Et tout ce qui ne rentre pas dans ces tâches élémentaires, eh bien, ce sont les tâches invisibles. Ce sont les tâches invisibles qui accompagnent le travail de façon générale, on pourrait dire. Mais sans doute, a fortiori, encore plus quand on est dans le domaine du care et qu'on a cette dimension... je crois quand même assez incontournable de l'échange interpersonnel, du souci d'autrui, de la relation inter-individuelle. Et ces tâches invisibles, du coup, elles sont exclues du temps passé, donc qui est ramassé autour des tâches visibles qui, elles, sont comptées. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire aussi que la question de comment les salariés construisent le sens de leur travail, dont on sait, ça aussi, ce sont des résultats acquis aujourd'hui, à quel point c'est important en termes de santé au travail, le sens du travail, eh bien, elles ont une grande difficulté, du coup, à construire le sens de leur travail. Mais ça, je pense, et je vais terminer là-dessus, je vous promets, que s'il y a cette utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens d'une division, d'une parcellisation, il vaut mieux dire, du travail, d'une intensification du travail, eh bien c'est parce qu'on est dans un contexte où la modernisation, et en particulier dans le secteur des services, et c'est encore une fois, je pense que c'est une question de genre aussi, là. La modernisation dans le secteur des services, elle est assimilée à une industrialisation qui permettrait l'augmentation de la productivité. Ça se voit très bien dans cet extrait du rapport Cahuc de Bonneuil de 2004, où les auteurs disent, donc le rapport Cahuc de Bonneuil, c'est un rapport qui a été fait au début des années 2000, sur les questions de développement de l'emploi dans le tertiaire. Il s'agissait de développer l'emploi, Clémence en a parlé hier, hein. Il s'agissait de développer des emplois dans une période où on cherche à... Et c'est l'inspiration du plan Borloo, tout à fait, bien sûr. Mais je trouve que c'est particulièrement bien dit là. C'est une citation que je dois à Emmanuel, donc je lui rends, mais bon, vraiment, c'est très, très bien dit. Les auteurs disent non seulement l'informatisation doit rendre plus productifs les secteurs existants, mais aussi industrialiser et faire se développer en services de masse. L'expression est importante. Ces nouveaux services aux particuliers. Alors là, on parle plus particulièrement des services à domicile, il est vrai, mais je crois que la problématique, on peut dire qu'elle est la même dans les services médico-sociaux en hébergement. Ce que n'avait pas pu faire la mécanisation. Voilà, c'est vraiment l'informatisation qui permet ça. Le mécanisme est tout à fait similaire à celui qui a fonctionné pour les ouvriers, qui faisait fonctionner les machines issues de la mécanisation. Il devrait donc être possible de créer beaucoup d'emplois peu qualifiés. Je n'ai pas souligné, mais
peu qualifiés, on le voit, bon, voilà, ce sont des emplois de femmes, ils sont peu qualifiés, parce qu'il n'y a pas besoin d'être qualifié pour s'occuper de personnes âgées, que ce soit à domicile ou en EHPAD, sans avoir à les subventionner. Donc, en pouvant les rendre au marché. Je vais vite, je fais des raccourcis qu'il faudrait expliciter, mais bon. Et du coup, il me semble qu'on pourrait avancer cette idée, enfin en tout cas je la propose à la discussion, que cette utilisation des TIC dans une optique de marchandisation du secteur médico-social dévalorise le travail de femmes, c'est-à-dire ce travail de prendre soin qui est tellement majoritairement exercé par des femmes dans les sociétés contemporaines. Je pense qu'on assiste à une dévalorisation parce qu'on est aussi dans un contexte de maîtrise des budgets. Alors j'ai mis maîtrise parce que j'ai pas voulu mettre restriction des budgets publics à cause de Clémence. Discussion avec Clémence, disons, de maîtrise donc des budgets publics, parce que ça, on entend vraiment ça, et quand même, on peut dire qu'il y a peu de progression de ces budgets publics qui financent les services, et ça passe par ces institutions financeuses, je ne sais pas comment on dit, financeuses, que sont les agences régionales de santé, donc plutôt, alors là, qui sont les tutelles des EHPAD et les conseils départementaux, qui ne sont pas du tout tutelles des services d'aide à domicile, mais qui sont les services qui ont la main sur l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, sur laquelle on va travailler avec Clémence, donc on pourra mieux développer. Et donc au total, pour finir sur les objets connectés, moi je dirais que ces objets ont un statut actuellement qui est un statut très ambivalent, parce que d'un côté ils sont vantés comme des vecteurs comme des objets modernes, et donc au fond ceux ou plutôt celles qui refuseraient de les accepter, de les utiliser, seraient stigmatisés comme vraiment des personnes très archaïques, voilà, incapables de s'adapter à l'évolution de la modernisation. Mais en même temps, on a des objets qui sont actuellement, j'insiste là-dessus, porteurs d'une rationalisation en cours qui, elle, est très certainement dommageable pour les conditions de travail des femmes. Et au fond, je ne fais là que retrouver un résultat qu'on connaît en sociologie des technologies, et qui est que les technologies n'ont pas de sexe, n'ont pas de classe, n'ont pas d'appartenance de classe, hein, mais que les technologies ne sont que ce que l'on en fait. Je vais arrêter là-dessus.